En fait, je suis sorti du monde académique pendant à peu près 6 ans. Je suis occupé d'une start-up, et je suis revenu et je n'avais pas du tout envie de refaire le même genre de choses. Et il y a une chose qui m'a beaucoup frappé quand je suis revenu, donc c'était dans les années, donc il y a 2 ans et demi, c'est le progrès absolument, vraiment spectaculaire qui avait été fait en vision par ordinateur. Essentiellement jusque dans les années 2000, il n'y a rien qui marchait. Et puis, depuis les années 2000, maintenant, il y a vraiment des systèmes qui fonctionnent, qui reconnaissent des choses, etc., de façon assez impressionnante par rapport à l'état de l'art d'avant 2000. Et parmi les belles idées qu'on retrouve, il y a ces descripteurs, vous avez peut-être entendu parler, SIFT, et puis, pour moi, le travail, notamment à l'époque, c'est ce que j'ai appris de Yann Lequin sur les réseaux de convolution, et puis j'ai réalisé que derrière tout ça, il y avait en fait toute une communauté, dont Yoshua Bengio, dont Hinton, etc. Et donc, une très belle idée de pourquoi est-ce que ces systèmes, effectivement, fonctionnent, quel est le lien éventuellement avec ces techniques de SIFT, et qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Et ce que je voudrais montrer là, c'est que c'est des choses qu'on peut commencer à comprendre, qu'il y a des maths intéressantes, mais il y a éventuellement des intuitions qui peuvent être un petit peu différentes que ce qui est souvent interprété par les gens qui vraiment travaillent sur ces réseaux. Donc, ce que je vais essayer de faire, c'est vous présenter ça et de lier ça effectivement par rapport au problème de sparsité. Donc, le domaine dans lequel j'avais beaucoup travaillé jusqu'à maintenant, c'est les techniques de représentation sparse. Donc, au début, c'est dans les fin des années 80, on avait travaillé sur la construction de bases orthogonales d'ondelettes et on s'est rendu compte qu'effectivement, ça permettait de faire de la compression, de rendre des choses très sparses. Et puis, il y a un moment, dans les débuts des années 90, j'ai commencé à essayer de voir si ce genre de choses pouvait se généraliser. Et c'est là que j'ai travaillé sur les techniques de matching poursuite. Et puis il fallait donner un nom à ces espèces de familles de vecteurs qui n'étaient pas des bases. Et donc dans ce premier papier, j'ai proposé d'appeler ça un dictionnaire. Et effectivement, par analogie à ce que tu racontais, Yoshua, c'est-à-dire cette idée de dire, ben voilà, que c'est comme dans le langage, si jamais on a un dictionnaire qui est beaucoup plus redondant, eh bien on va pouvoir s'exprimer de façon beaucoup plus parcimonieuse en choisissant exactement les bons mots pour exprimer ce qu'on veut dire. Et dans mon esprit, c'était vraiment fait pour faire de la classification, de la représentation de signaux. Et j'ai commencé en particulier avec tout un petit groupe à travailler sur des problèmes audio. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oula, ça fait pratiquement 20 ans, c'est terrible. Qu'est-ce qui se passe 20 ans après? 20 ans après, ce que je pense fondamentalement, c'est que ça ne marche pas. Ça ne marche pas, il y a vraiment un très gros problème derrière cette approche. Et si je le dis, c'est vraiment, pendant longtemps, j'ai essayé tout ce que j'ai pu. Beaucoup de gens, j'ai vu, ont essayé autour. Alors, ça ne veut pas dire que ça marche jamais. Ça marche parfois, ça marche quand les problèmes sont simples. Mais il y a un problème très fondamental d'instabilité sur lequel je voudrais revenir. Fondamentalement, le problème, c'est que le monde des images, des sons, etc. est beaucoup, beaucoup plus complexe qu'un simple vocabulaire d'un langage. Entre cette arrivée de très haut niveau, où on va pouvoir associer quelques noms à quelques grands concepts, eh bien, il y a une énorme couche de calcul qui prend à peu près 40% du cerveau. Et donc, il y a des choses à faire avant de simplement dire on va matcher et on va prendre des décisions, des détections, etc. Et ça s'exprime assez clairement, et je vais essayer de discuter de ça. Le problème, ceci étant, je voudrais revenir au problème, donc quel est-il? Le problème, c'est savoir est-ce qu'on peut trouver des représentations effectivement des signaux, de l'information, qui permettent, une fois qu'on a construit cette représentation, de considérablement simplifier toutes les techniques de calcul ou les processing qui viendront après. Et ça, c'est vraiment basé sur le travail qui a été fait avant sur les techniques de représentation sparse. On s'est effectivement rendu compte que si jamais on avait une représentation parcimonieuse, alors la compression, c'est très facile à faire, il suffit de faire de la quantification de chacun des coefficients. Le débruitage, ça peut être très facile, il suffit de faire du seuillage. Et donc on peut se poser le même genre de questions dans le cas de la classification. Est-ce qu'on peut trouver des représentations simples de façon à ce qu'à la sortie, il suffit de faire un classificateur linéaire et on obtient des très bons résultats. Donc, comment amener l'information à un stade tel que un simple classificateur linéaire permettrait effectivement d'avoir des très bonnes performances.
Donc, encore une fois, première idée qui vient à la tête, c'est de se dire, on va faire des représentations sparses. Et la raison, effectivement, c'est de se dire, si jamais je peux représenter mon signal de façon parcimonieuse, je vais avoir très peu de paramètres. Au lieu de travailler dans cet espace de dimension infinie ou absolument énorme, je vais me retrouver dans un espace de beaucoup plus petite dimension, adaptatif, et donc, ce sera plus facile. Pourquoi c'est pas plus facile? C'est pas plus facile parce que, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir un dictionnaire qui est très redondant, et vous allez choisir, en fonction du signal, les quelques vecteurs du dictionnaire que vous voulez utiliser pour décomposer le signal. Donc c'est en quelque sorte une combinaison linéaire des quelques structures fondamentales du signal. Quel est le problème? Le problème, c'est que si vous changez un tout petit peu le signal, les structures que vous allez choisir peuvent être complètement différentes. Il peut y avoir une solution optimale avec des structures complètement différentes. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que vous introduisez une dimension de variabilité, c'est-à-dire que des toutes petites perturbations de f vont donner des perturbations importantes des coefficients que vous voulez choisir. Or, ça, c'est exactement la chose que vous ne voulez pas avoir. Le gros problème, bien souvent, des problèmes de classification, c'est qu'il y a une énorme quantité d'informations et il y a énormément de variabilité qui est totalement sans information par rapport au problème final qui sera un problème de classification, que ce soit de chiffres, de textures, de sons, etc. Donc, généralement, bien souvent, le problème de classification, c'est beaucoup plus un problème de simplification intelligente, de réduire de la variabilité, plutôt que d'essayer d'en introduire. Alors, évidemment, ces techniques de sparsité fonctionnent très bien pour les problèmes de débruitage, de compression, etc. Mais ce que je voudrais essayer de montrer, d'insister, c'est que le problème de classification est vraiment de nature très différente. Ceci étant, la sparsité devient quelque chose qui peut être très important au moment de l'apprentissage. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel aussi je reviens. Donc les problèmes de classification, vous les connaissez très bien. J'aime bien le problème de reconnaissance de visage. Si vous allez prendre un visage et vous voulez retrouver une personne sur Internet, parce que là, on se rend très vite compte de problèmes de variabilité. Donc là, vous avez une personne, j'ai tout simplement été sur Internet récupérer tous les visages où il apparaissait, mathématicien, donc il y a des informations sur le background, le fait qu'il soit mathématicien, ça se voit parce qu'il écrit à la craie au tableau noir, mais évidemment les poses, les couleurs, etc., tout varie complètement. Donc si vous voulez reconnaître à partir de ces images, le problème finalement, plutôt que d'essayer d'avoir une représentation détaillée, fine de chacune des structures de l'image, ça va être de comprendre d'une certaine manière quelles sont les structures qui ne varient pas, qui permettent de reconnaître cette personne. Et donc, il y a cette notion d'invariant ou de réduction de variabilité qui vient comme un élément absolument fondamental. Le deuxième point, et qui est évident qu'on sait tous, c'est que la distance naturelle, c'est-à-dire la simple distance euclidienne, ne fonctionne absolument pas. Fonctionne pas parce que vous prenez ces deux images, vous calculez leur distance, elle va être très grande parce que le background, les couleurs sont différentes, alors qu'effectivement, c'est les images de la même personne. Donc, la distance, il va falloir entièrement la repenser parce que la distance euclidienne n'est pas appropriée. Donc ça, c'est les deux points pour moi importants, c'est cette notion d'invariance qui arrive, et puis comment redéfinir ces distances pour essayer de s'en sortir sur ce genre de problème. Donc, ce que je disais, si vous prenez deux classes, donc, par exemple, là vous avez les classes des points rouges, par exemple, qui correspondraient à un chiffre 1, et points bleus dans l'espace de signaux qui correspondraient à un chiffre 2, ce qui se passe, c'est que c'est absolument pas sur la distance entre les points, une distance euclidienne, que vous allez pouvoir juger si deux chiffres correspondent à un 1 déformé ou un 2, etc. Donc la distance euclidienne ne fonctionne pas. Et donc, c'est quoi, d'une certaine manière, le rêve? Le rêve, c'est de trouver ce qu'on appelle, dans le cas de la classification par noyau, un noyau, c'est-à-dire une espèce de fonctionnel, phi, qui va nous emmener dans un espace où tout va être domestiqué. Domestiqué, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les éléments qui appartiennent à la même classe vont se retrouver relativement proches, ou en tout cas appartiennent à des surfaces assez régulières qu'on va pouvoir identifier. Et puis, ils restent suffisamment loin les uns des autres lorsque les classes sont différentes. L'idée, c'est quoi? C'est de dire, dans ce monde-là, la distance euclidienne est complètement inefficace.
ce qu'on espère, c'est pouvoir se transporter à travers un opérateur phi comme ça, dans un monde où, par contre, la distance euclidienne peut être utilisée. On veut utiliser la distance euclidienne à l'arrivée parce qu'on va pouvoir du coup faire de la classification linéaire, par exemple, très simplement, mais on veut le faire sur un noyau phi. Alors ça, c'est évidemment la problématique de l'apprentissage par noyau. Et c'est quoi un peu la recette qui a été proposée dans cette problématique? C'est de dire, ben voilà, vous prenez vos données, vous les éclatez dans un espace de dimension très grande, et si vous les avez éclatées dans un espace de dimension suffisamment grande, vous trouverez toujours un hyperplan pour les séparer, et donc, bingo, c'est terminé. Ça aussi, je pense que cette espèce d'heuristique est vraiment très fausse. Elle est vraiment très fausse en quel sens? C'est que pratiquement n'importe quelle transformation non linéaire ne marchera pas. Et c'est pire que ça, si vous revenez à cette idée d'invariant, donc c'est plutôt que vous les contractez, plutôt que de retomber dans un espace de dimension beaucoup plus grande, ce que vous voulez, c'est plutôt aller dans un espace de dimension plus petite, c'est-à-dire tuer des sources de variabilité inutiles. Donc d'une certaine manière, c'est le contraire de ce que j'ai proposé. Et quand je dis je vais proposer, il faut vraiment que vous voyez ce que je raconte comme un espèce de décodage de ce qui se fait dans la communauté, surtout de vision, mais je montrerai très très nettement en lien avec ce qui se fait aussi en ligne. Donc ce que je dis, c'est que non. A priori, c'est pas exploser dans un espace de dimension beaucoup plus grande, mais c'est de faire plutôt de la réduction de dimensionnalité. Oui. Moi, je dirais plutôt qu'il faut séparer les facteurs. À ce moment-là, dans certaines directions, ça va tuer les variations qui ne nous intéressent pas. Donc, on va pouvoir lire juste ce qui nous intéresse assez facilement. Tout à fait. Donc là, je suis aussi tout à fait d'accord. Tout le problème, on ne veut pas contracter n'importe comment. On veut contracter dans certaines directions et ne pas contracter dans d'autres directions. Et le problème, la raison pour laquelle c'est difficile, c'est qu'on est dans un espace de dimension infinie. Donc il y a un nombre infini de directions dans lequel il va falloir se poser la question, est-ce que je contracte comme ça ou est-ce que je contracte pas comme ça? Effectivement, c'est un problème de sélection de direction d'une certaine manière de contraction. Alors je voudrais rapidement dire des choses superficielles sur la neurophysiologie ou la psychophysique de la perception, parce qu'il y a des choses vraiment intéressantes qui émergent depuis un certain temps. Alors dans le cas, dans l'audio, il y a quelque chose qu'on sait bien depuis très longtemps, c'est que dans la cochlée, qui est cette espèce de petit organe enroulé là, il y a des cils, que ces cils, en première approximation, se comportent comme des filtres linéaires, dont la largeur de bande est quasiment constante sur un axe logarithmique, c'est ce qu'on appelle l'échelle de Barth aussi. Donc il y a une espèce de dilatation comme ça des filtres, qui donc ressemble à des ondelettes, je reviendrai là-dessus. Et puis ensuite, l'information est transmise au cortex auditif, et il y a toute une série de transformations très non linéaires qui sont faites dans la suite. Il y a une proposition qui est faite par deux écoles un peu indépendantes. D'un côté, Todd Standau, qui est au Danemark, et de l'autre côté, Shihab Shamma, qui a une école aux États-Unis, qui disent la chose suivante. Ok, ce qui se passe. Alors, d'où ils sortent ça en particulier? Shihab Shamma fait des expériences physiologiques. Donc, il enregistre des neurones et fait de la modélisation des enregistrements des neurones dans le cortex auditif. Grosso modo, là, vous avez la sortie de cette espèce de bande filtre qui correspond à une espèce de transformement en ondelette. Là, le modèle dit, eh bien, il va y avoir une espèce de module qui va être pris, c'est-à-dire on va perdre la phase, et puis une espèce d'adaptation en gain, non linéaire, et la sortie est renvoyée dans un bande filtre qui a à peu près la même tête. Ça, c'est un axe fréquentiel, c'est-à-dire un bande filtre qui ressemble à nouveau à des espèces d'ondelettes. Donc, on prend une espèce de transformé en ondelette, un espèce de module, et une transformée. Et puis ensuite, ils ont beaucoup de mal, parce que là, ça devient plus compliqué de voir ce qu'il y a. Et donc, je veux dire, s'ils ne comprennent pas, ils appellent ça du bruit. Donc, c'est souvent ça. Et puis, une espèce d'idée de détection qui viendrait derrière. Mais en tout cas, il y a cette cascade. Et d'où vient cette idée de cascade, si on vient là? Notamment, c'est qu'ils ont observé, là, vous avez des signaux de très haute fréquence. Et quand on remonte dans la cochlée, vous avez des signaux de plus en plus basse fréquence, c'est-à-dire qui varient doucement en fonction du temps, qui deviennent de plus en plus invariants dans le temps. D'accord? Et donc, c'est un mécanisme qui propose... Alors, les gens ne sont pas d'accord tous sur ce qui est dans la deuxième couche, est-ce qu'il y en a une troisième, une quatrième, mais en tout cas, c'est ce genre de cascade.
Alors, qu'est-ce qu'il en est pour le cortex, pour la vision? Alors, il y a une chose évidemment importante, c'est que la vision, c'est beaucoup plus que l'audio. Dans le cas du macaque, c'est à peu près 40% du cortex du macaque est dédié entièrement à la vision. Donc, vous avez la zone V1 où arrive, d'une certaine manière, l'information visuelle à partir du nerf optique. Et puis ensuite, vous avez un espèce de chemin de processing qu'on appelle Visual Pathway, qui en quelque sorte répondrait à la question « quoi ?», c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans la scène, et puis un deuxième chemin qui répondrait à la question « où », c'est-à-dire où sont les genres de structures. Quand on regarde ce chemin, donc vous avez des connexions entre V1, vision 1, V2, et puis ensuite V4, et plus on avance vers V4, on observe, on a des neurones qui sont de plus en plus insensibles aux variabilités des structures. Et quand on arrive dans V4, on tombe sur des neurones qu'on a appelés de façon caricaturale des neurones grand-mère. Alors qu'est-ce que c'est qu'un neurone grand-mère? C'est un neurone qui répond à votre grand-mère, quelle que soit la position de votre grand-mère, son expression, etc. Donc qui est complètement invariant, mais complètement spécialisé. Dans V1 et V2, ce qui se passe, c'est qu'on voit petit à petit ce type d'invariance se construire. Alors sur V1, il y a des modèles qui sont anciens, qui datent du travail notamment de Hubel et Wiesel, qui était donc dans les années 60, où ce qu'ils ont observé, c'est qu'il y a une organisation sous forme d'hypercolonnes des neurones, et puis il y a des neurones assez simples, qui s'appellent des neurones simples, et ces neurones, en première approximation, ont une espèce de comportement linéaire par rapport aux stimuli qui arrivent sur la rétine. Donc ça, c'est vraiment une approximation assez grossière, mais en faisant ce genre d'approximation, ils ont pu calculer la réponse impulsionnelle de ces neurones, et se sont rendus compte que quand on regarde dans ces espèces d'hypercolonnes, eh bien, suivant la distance par rapport à un centre de ce qu'ils appellent une pinwheel, eh bien, il y a une espèce de dilatation de ces filtres. Ces filtres ont été modélisés par des fonctions de Gabor, c'est-à-dire des fonctions complexes avec une gaussienne modulée par une exponentielle. Donc là, il y a eu des milliers d'articles là-dessus. Et puis, quand on se balade comme ça, eh bien, les filtres, ça sort d'un papier de physiologie, eh bien, ces filtres ont des orientations qui tournent, c'est-à-dire ils sont sensibles à des structures dans différentes orientations dans l'image. Alors, ce qui est intéressant, c'est que toujours dans V1, on se retrouve par contre avec des cellules qui sont beaucoup plus compliquées, qui s'appellent des cellules complexes, du coup, qui sont, elles, complètement non linéaires, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être approximées par un simple modèle linéaire, qui prennent leur dendrite et qui sont reliées à ces espèces de cellules simples. Et essentiellement, les choses qu'on sait dessus, c'est qu'elles sont compliquées, qu'elles sont non linéaires, qu'elles ont des champs récepteurs beaucoup plus grands et qu'elles sont beaucoup plus invariantes. C'est-à-dire notamment quand les stimuli se translatent sur la rétine, alors que les cellules simples, qui sont des espèces de convolutions, vont beaucoup changer, les cellules complexes ont des réponses qui sont beaucoup plus stables, y compris par rotation pour certaines et par des phénomènes de changement d'échelle. Donc on voit cette notion d'invariance, et puis ce que je disais, plus on avance vers V4, plus on voit cette notion d'invariance carrée. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Je vous raconte tout ça parce que ce que je voudrais essayer de montrer, c'est que autant je pense que le concept de sparsité n'est pas au cœur des problèmes de classification, autant la problématique de la création d'invariants et d'invariants de plus en plus spécialisés est quelque chose qui a des chances d'être assez fondamental pour penser les problématiques de classification compliquées. Alors, le premier invariant le plus évident, c'est par rapport à la translation. Vous avez un objet, vous translatez l'objet, c'est le même objet, donc ça vous est égal de la position de cet objet. Donc pourquoi pas avoir une représentation qui ne dépend pas de la position de l'objet, vu que la position ne vous donne pas d'informations. Donc ça, c'est déjà une première notion de réduction de variabilité. Quel est le gros problème? Le gros problème, c'est que quand vous avez des problèmes de classification, à moins qu'ils soient triviales, c'est-à-dire des objets rigides qui bougent, vous avez des déformations. C'est évident dans le cas du son, quelqu'un chante une chanson au clair de la lune, 5 personnes vont chanter de 5 façons différentes, pourtant vous allez pouvoir le reconnaître. Il y a des déformations de toutes sortes, des déformations de dilatation temporelle, de transposition fréquentielle, etc. Et il y a une chose qu'on sait bien en traitement d'image, c'est qu'il y a une métrique qui est importante, c'est la métrique de déformation. C'est-à-dire que autant la translation n'est pas importante, autant on est sensible aux déformations. Quand vous passez de là à là, on reconnaît parfaitement la personne et en même temps, on reconnaît l'expression. C'est-à-dire que ces espèces de petites déformations
on y est sensible et nous donne de l'information. Et ce même genre de phénomène apparaît de façon un peu différente en audio, et je dois avouer que, oui. J'ai un commentaire sur l'invariance à la translation. Donc ça a l'air trivial qu'on veut une invariance en translation, mais en fait on ne veut pas, parce que la plupart des objets intéressants sont composés de parties dont on ne veut pas se débarrasser de la position, parce que pour pouvoir identifier l'objet plus grand qui va remettre ces parties, on a besoin non seulement de détecter les parties, mais où elles sont les unes par rapport aux autres. Absolument. Et c'est pour ça que je parle de... c'est pour ça que le concept d'invariant est compliqué. C'est pour ça que je vais parler du problème de déformation. Et on va prendre le problème petit à petit, tu as absolument raison, et c'est pour ça que j'insistais sur le fait qu'on est très sensible aux déformations. Comment, à la fois, on veut être invariant pour translation, et en même temps être sensible aux déformations. Et donc ça, c'est tout le problème. C'est tout le problème qui rend effectivement la question, et donc, c'est parfait. Si on découple la position et l'identité des parties, ça va nous aider à pouvoir en même temps être insensible là où il le faut et sensible là où il le faut. Donc, c'est ce que je vais essayer de poser en termes peut-être un peu différents, mais je pense que l'intuition est effectivement là. Donc, je vais exactement essayer de traduire cette idée-là. Donc, si vous avez une fonction, donc je vais travailler sur des fonctions d'énergie finie, parce que c'est facile, parce que du coup, j'ai une norme. Norme L2, c'est tout simplement l'intégrale, l'énergie de la fonction. Okay, donc, j'ai un espace avec une distance, un produit scalaire, etc. Donc, qu'est-ce qu'on aimerait? On aimerait avoir une représentation qui va m'envoyer, et pareil, je vais aller dans un espace de Hilbert, parce que c'est pareil, j'aurai un produit scalaire, tout va être facile. Donc, je vais la normaliser, c'est-à-dire j'aimerais que l'énergie soit la même que l'énergie de F, comme ça c'est normalisé, c'est plus simple. Et qu'est-ce que j'aimerais avoir? Quand j'ai une translation rigide de toute l'image, toute la structure, d'accord? Chose qui est évidente, je m'en fous de la position, donc je voudrais que la représentation soit la même. D'accord? Ça, c'est très facile à faire. Il y a 1000 façons de le faire. L'exemple peut-être le plus facile, c'est tout simplement de faire de la registration. C'est-à-dire, vous prenez votre image, et puis vous la recentrez en mettant le centre de gravité de l'image au milieu. D'accord? Donc vous translatez l'image par la position du centre de gravité. Donc là, par exemple, j'ai un 1, ça c'est une image avec un 1, mais qui a été dessiné un peu sur la droite, et hop, voilà, je le mets au centre, et du coup, j'ai une représentation invariante par translation, parce que s'il bouge, clac, je l'aurais toujours remis au centre. Alors, le truc, c'est qu'en fait, ça c'est un monde qui est beaucoup trop petit et qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Le monde devant lequel on se retrouve, c'est un monde de signaux qui est non pas translatés, mais déformés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la translation, elle va dépendre du point. C'est ce que j'avais montré dans le cas de ces images. Il y a des parties qui vont partir à gauche, d'autres parties qui vont partir à droite, etc. Et qu'est-ce qu'on voudrait? On peut regarder c'est quoi la distance naturelle entre deux difféomorphismes comme ça. Un difféomorphisme, c'est quelque chose qui va vous déformer comme ça de façon continue. La distance naturelle qui est utilisée en maths tout le temps consiste à dire, finalement, on va découpler deux choses. On va découpler les mouvements spatiaux, c'est-à-dire là, le point X, il a bougé de taux 1 et dans la déformation taux 2, il a bougé de taux 2. Donc la différence de position, ça va être taux 1 moins taux 2. Mais l'autre composante qui arrive, c'est que quand on fait une déformation, on déforme la fonction. La déformation, elle va être donnée par quoi? Par le gradient. C'est-à-dire que localement, vous allez avoir des dilatations, des rotations, etc. En mécanique, on fait ça tout le temps. Quand on a un objet en dynamique des fluides où il y a des déformations, on regarde comment les points bougent, et puis une fois qu'on a regardé où ça bougeait, on regarde localement comment les choses se sont déformées. Comment les choses se sont déformées? C'est donné par le gradient de taux. D'accord? Et on regarde la différence entre les déformations. Donc ça, j'écris ça, le sup, la distance maximum, je l'écris comme une norme L infini, taux L infini, et puis la déformation maximum, c'est gradient de taux 1 moins gradient de taux 2, norme infinie. Donc voilà, il y a ces deux composants. Et qu'est-ce qu'on a envie? Ce qu'on a envie, c'est d'être invariant par rapport au déplacement. On ne veut surtout pas être invariant par rapport à la déformation, mais on veut être invariant par rapport à cette première composante. C'est-à-dire que ce que je voudrais, c'est trouver un phi tel que si je suis déformé, je ne suis sensible qu'à la déformation, pas aux positions respectives des points. Et ça, c'est une contrainte
beaucoup plus dur, qui ne marche absolument pas par tous les invariants classiques. Si vous prenez par exemple une technique de registration, vous avez deux éléments là. Celui de droite, si je le réaligne avec le premier, là, vous avez ça. Et là, la distance entre ces deux images, elle est très grande, parce que vous voyez, le support, c'est simplement un point, alors qu'ils sont un tout petit peu déformés l'un par rapport à l'autre. Donc, ce n'est pas parce que vous réalignez, mais on le sait très bien, en audio, vous prenez deux signaux audio qui se ressemblent, vous les réalignez, vous prenez la distance L2, elle est très grande. Ça ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est tenir en compte le fait que les points, ils ont bougé différemment. Et ce point-là, en fait, on aurait dû le bouger, il a bougé différemment par rapport aux autres points pour expliquer la déformation d'aller d'un point à l'autre. En fait, quand on passe de là à là, on ne se protège pas simplement par rapport aux translations globales, on se protège par rapport aux translations locales. Et donc, on a un invariant qui est beaucoup plus riche et qui apparaît effectivement en physique à travers ces notions d'invariant de jauge. Alors, je vais juste parler un petit mot du lien avec la physique, parce que c'est quelque chose que je trouve assez fascinant. Pour ceux qui ont fait de la physique et notamment de la physique quantique, vous savez peut-être que à partir des années 60, toute la physique quantique a été reconstruite simplement à partir de notions de symétrie. Et l'unification de toutes les forces faibles, les forces fortes, s'est faite simplement en observant qu'on pouvait calculer les forces simplement en regardant les symétries du système physique. Donc, par exemple, quand on bouge dans l'espace, les systèmes physiques ont les mêmes propriétés. Quand on bouge dans le temps, du coup, le Lagrangien est invariant par rapport à ces symétries. À partir de ça, clac, on retrouve les propriétés des forces. Et quand on passe en théorie des champs, on a des invariants, mais des invariants beaucoup plus compliqués, pas simplement par rapport à une pure translation ou dilatation, et on retrouve des invariants par rapport à des choses aussi compliquées que ce que je suis en train de dire là, c'est-à-dire des invariants par rapport à des choses qui se déforment. Et on va retrouver dans les approches des similarités. Donc, l'idée, c'est qu'on veut trouver des invariants, mais pas simplement par rapport à des choses rigides, et en même temps, on veut respecter des métriques, et notamment respecter les métriques de déformation. Alors, si maintenant vous voulez être invariant par rapport aux rotations en plus, ce qui vous intéresse, ce n'est pas la composante de rotation du gradient, le gradient va être remplacé par sa composante symétrique. Maintenant, comment est-ce que ce genre, puis ça peut devenir invariant par rapport au changement d'échelle, etc. Quelle est l'idée? Comment ce genre de choses s'étend? L'idée, c'est que si vous avez une classe, par exemple, prenez la classe des bicyclettes, d'accord, et vous vous intéressez pas de savoir si vous avez une bicyclette routière ou un VTT, etc. Si vous voulez reconnaître si vous avez une bicyclette ou pas une bicyclette, vous vous intéressez pas à la position de la bicyclette dans l'ensemble de toutes les bicyclettes possibles. Donc vous avez, oui. Je ne comprends pas ce que ça veut dire taux transpose si taux est une transformation. Ça c'est un tenseur, c'est une matrice. Non, mais ouais. Donc, tu parles de transposé du jacobien. Donc ça, c'est le transposé, c'est pas le jacobien, parce que jacobien, oui, si tu veux, c'est l'opérateur de gradient, oui, la matrice jacobien. Ouais. Donc tu parles du transposé du jacobien de la transformation. Voilà. Et donc, si je reviens à l'exemple de bicyclette, on ne s'intéresse pas à la position par rapport à ce groupe de bicyclettes. Ce qu'on aimerait, c'est créer un invariant par rapport à l'ensemble de toutes les bicyclettes, et en même temps un invariant qui soit, pas un invariant, mais une famille d'invariants qui soit suffisamment riche pour distinguer des bicyclettes de voitures, de chaises, etc. Et si on voit les bicyclettes, on arrive à construire une structure de groupe, alors on se retrouve dans un cadre qui est similaire, c'est-à-dire comment on crée des invariants sur des groupes qui éventuellement de très grande dimension, tout en respectant des métriques, comme Joshua disait, orthogonales, qui fonctionnent. Et ça, intuitivement, pour moi, c'est très proche de cette notion de Gestalt. Et ça, c'est un des principes de base qui a été introduit dans le fin du 19e siècle, toute la psychophysique de Gestalt, qui dit quoi? Qui dit qu'on ne perçoit pas les choses indépendamment les unes des autres. On perçoit des groupements. Constamment, on associe les choses, on fait des groupements, et ce sont les groupements qui émergent et qu'on perçoit, et éventuellement, ensuite on zoome, on va regarder le détail, mais la perception est d'abord guidée par ces phénomènes de groupement. Donc vous pouvez voir cette notion d'invariant sur un groupe comme effectivement la création d'une structure de groupement par rapport à une Gestalt. Alors je vais redescendre sur Terre.
Je vais redescendre sur Terre, et ce que je voudrais, dans la première partie, donc aujourd'hui, c'est vous montrer comment on peut créer ce genre de choses, et je vais mettre de côté tout le problème d'apprentissage. C'est-à-dire, je vais dire, je connais l'invariant, et une fois que je connais l'invariant, comment je peux créer ce genre d'invariant. Je vais travailler en particulier sur l'invariance par translation avec déformation, parce que ça résout une très très grande gamme de problèmes, et ensuite, à la fin, j'irai vers des choses plus compliquées. La première chose que je voudrais montrer, c'est pourquoi les premières idées auxquelles on pense ne fonctionnent pas et fonctionnent vraiment mal, et notamment la transformée de Fourier. Pourquoi personne n'utilise maintenant la transformée de Fourier pour faire de la classification? Il y a une bonne raison, et entre autres, ces problèmes d'instabilité par rapport à toutes les déformations. L'autre chose que je voudrais montrer, c'est pourquoi les techniques de Match Spectrum Frequency sont des très très bonnes idées. Non seulement sont des très bonnes idées, en tout cas de ce point de vue, mais c'est pratiquement la seule façon d'obtenir des invariants qui sont stables par rapport à des formations. Le seul problème, c'est qu'ils éliminent, je vais le montrer, une quantité énorme d'informations. Et que cette élimination de cette quantité énorme d'informations fait que finalement, ça fonctionne sur des toutes petites intervalles de temps. C'est pour ça que ces trucs-là sont calculés sur 23 millisecondes. Mais dès qu'on veut attaquer des structures à plus grande échelle, parce que ça perd beaucoup trop d'informations, eh bien ça ne fonctionne plus, et là les gens utilisent toutes sortes d'idées, parfois un peu ad hoc, pour essayer de récupérer des structures grandes échelles. Ce que je voudrais montrer, c'est que le même principe peut s'étendre pour peu qu'on récupère l'information qui est perdue par ce genre de choses. Et en tout cas, c'est quelque chose qui effectivement fonctionne bien. Et pour comprendre, comme on parle de l'audio, je vais partir de là, et montrer à partir de là quel est le lien avec les ondes. À partir de là, essayer de montrer quel est le lien avec les réseaux de convolution, notamment qu'a montré Yoshua, c'est-à-dire qu'on passe complètement continuellement. Si on part du même spectrum et qu'on se pose la question où est la perte d'information, eh bien, on tombe sur un réseau de convolution profond avec des couches de plus en plus importantes. Et donc, c'est là que je parlerai de ces transformés de scattering avec tous les problèmes qui sont derrière. Donc ça, c'est la première partie. La deuxième partie demain, ce sera sur les applications. Donc, un des problèmes intéressants sur lesquels je regarderai, c'est les problèmes inverses, les problèmes de reconstruction. En audio, c'est important. Quand on part de quelque chose comme le Mel-Skepstrom ou le transformé de Fourier, on a éliminé la phase. Comment on peut reconstruire? Où est l'information perdue? Et puis, j'irai vers des problèmes qui sont plus de classification. Alors, il y a aussi une chose importante en classification, une des grosses difficultés qui apparaît clairement en image, c'est qu'il y a deux types de structures. D'un côté, caricaturalement, on a envie de dire qu'il y a des textures. Et les textures, on les perçoit globalement avec des espèces de modèles de processus stationnaires. Et puis il y a des structures, comme par exemple cet objet, un 2 ou un truc. Et là, on a envie de faire des features localisées. Ce que je voudrais montrer, c'est qu'il est possible de voir les deux exactement de la même façon. Et pour voir les deux de la même façon, je vais regarder aussi la problématique de processus stationnaire, qui est fondamentale en audio, parce que localement, les choses sont stationnaires, et montrer comment des processus stationnaires eh bien, se représentent très bien. Non seulement se représente très bien, mais on arrive à capturer toutes les parties non gaussiennes que normalement on ne capture pas avec des choses comme de la puissance spectrale, et notamment avec le Main Spectrum Frequency. Donc on regardera, et puis notamment Joachim, qui là présentera son travail sur la classification de son. Je montrerai des choses aussi sur MNIST, sur les images, sur des textures. Et puis je finirai sur le problème de, après avoir détruit ou en tout cas critiqué la sparsité, je voudrais essayer de montrer pourquoi la sparsité, par contre, devient très importante le jour où on se pose la question de l'apprentissage. C'est-à-dire, on ne vous donne pas le groupe, vous devez l'apprendre, vous devez apprendre les structures, et là, la sparsité revient, mais c'est deux problèmes qui sont différents, et c'est pour ça que j'aimerais les distinguer. Ok, alors on va donc entrer un peu plus dans les détails. On veut quelque chose d'invariant. Donc prenez une fonction comme ça, et on va commencer par l'invariance par translation. Vous voudriez qu'elle soit invariante par translation. Il y a une façon très simple de le faire, c'est vous prenez cette fonction et vous la moyennez. C'est-à-dire vous faites une convolution avec un filtre passe-bas, imaginez une gaussienne, et donc ça va lisser ma fonction. Donc si vous lissez la fonction, si vous la translatez juste un tout petit peu, l'erreur va être petite. Et d'une façon plus générale, si vous prenez votre fonction et que vous la lissez, elle est ici, si vous déformez cette fonction et que vous regardez l'erreur, alors vous pouvez voir que l'erreur, eh ben, elle va être proportionnelle à la taille maximum de translation fois 2 puissance moins j, ça c'est la quantité de lissage.
Et d'un autre côté, vous voyez apparaître le terme de déformation. Donc si vous voulez quelque chose de complètement invariant par translation, pas forcément toujours le cas, et dire je vais laisser J tendre vers l'infini, ça va disparaître. Et qu'est-ce qui se passe? Votre fonction lissée, elle va tendre vers la constante. Et donc on voit bien tout le problème, et ça c'est quelque chose qu'on a assez souvent en tête, c'est de dire oh là là, je ne vais surtout pas me construire une représentation invariante parce que je vais tuer toute l'information. Et effectivement, si on le fait comme ça, on tue toute l'information, et c'est parfaitement vrai si on le fait de façon non linéaire. Donc ce qu'on va voir maintenant, c'est oui, mais si on le fait de façon non linéaire, alors on peut capturer énormément d'informations. Et la première façon de le faire, eh bien évidemment, c'est Fourier. Pourquoi Fourier? Parce que si vous prenez une fonction et que vous la translatez, si vous regardez sa transformée de Fourier, évidemment, tout ce que ça fait, ça change la phase. Ça introduit un terme de phase linéaire ici. Donc maintenant, si vous prenez le module de la transformée de Fourier, évidemment, le module de la transformée de Fourier n'a pas changé. Donc l'idée, c'est de dire, pas très compliqué, mon noyau, ça va être le module de la transformée de Fourier, et là, j'ai capturé de l'information qui est une information de haute fréquence et de basse fréquence, j'ai tout, quoi. Quel est le problème? Le problème, c'est que ça ne marche pas du tout dès que vous avez une déformation. Pourquoi ça ne marche pas? Alors, maintenant, la translation, elle n'est pas uniforme, mais il y a disons que ça se déforme, c'est-à-dire il y a des points qui vont bouger légèrement différemment les uns des autres. Ce qui se passe, c'est que les hautes fréquences deviennent instables. En quel sens les hautes fréquences deviennent instables? Imaginez un cas tout simple. On va prendre tout simplement une dilatation, mais une toute petite dilatation. D'accord? Vous dilatez un tout petit peu. Si vous dilatez un tout petit peu, dans le domaine de Fourier, ça va aussi faire une dilatation toute petite par le facteur inverse. Et donc, votre transformée de Fourier, imaginez que vous ayez un signal haute fréquence, par exemple une gaussienne modulée à haute fréquence qui est ici. Vous la dilatez un tout petit peu, mais si elle est à haute fréquence, hop, ça va bouger là. Et maintenant, ces deux supports, ils seront disjoints. Vous avez fait une toute petite dilatation, mais pourtant la distance entre le module ici et le module ici, c'est-à-dire la différence, c'est de l'ordre de l'énergie du signal, c'est-à-dire vous avez tout perdu. Ça dit quoi? Ça dit que donc dès qu'il y a des toutes petites déformations, si vous passez en Fourier, vous allez avoir des résultats qui sont complètement différents. Alors ça, pour juste mentionner la physique, ça c'est le problème de base qui est bien connu en physique et qui s'appelle le problème de divergence dans les ultraviolets. Les ultraviolets, c'est les hautes fréquences, et de divergence parce que dès que vous avez une déformation, boum, les choses bougent très très vite et potentiellement très vite. Par contre, une observation, ça bouge, mais ça bouge d'une quantité qui est petite relativement à la fréquence. Cette distance peut être assez grande parce que epsilon fois xi peut être assez grand, mais epsilon fois xi divisé par xi, ça reste epsilon, c'est-à-dire ça reste petit. Donc ça, c'est le point important. C'est le point important, pourquoi? Parce que ça veut dire qu'on ne veut pas travailler sur des fréquences très précises comme ça, on veut grouper les fréquences sur des intervalles, et grouper les fréquences sur des intervalles, ça veut dire faire quelque chose qui ressemble à une transformée en onde. Ah, juste un point. Une autre raison pour laquelle on ne veut pas faire Fourier, c'est que quand on tue la phase, on tue énormément d'informations. Prenez deux signaux qui n'ont rien à voir, un Dirac et une Sharp linéaire. Le module de leur transformée de Fourier, c'est pareil, c'est une constante. C'est-à-dire, si vous partez de là, vous ne savez pas si votre signal c'était ça ou ça. Donc c'est dramatique de perdre la phase en Fourier. Et ça veut dire que... Donc la question c'est, est-ce qu'on ne peut jamais perdre la phase? Et ce qu'on va voir, c'est que si on peut, mais il faut le faire différemment. Ok, donc maintenant on va aller du côté du MEL spectrum, on a regardé avec Joachim, c'est quasiment 95% ou plus des algorithmes publiés en classification en audio qui utilisent ça. Derrière, il y a toutes sortes de techniques, mais au départ, finalement, les gens utilisent du MEL spectrum. Ils ont raison, de manière sinon ils ne le feraient pas. Donc comment est-ce qu'on fait du MEL spectrum? On commence par faire une transformée de Fourier à fenêtre. Donc l'idée, c'est qu'on va localiser l'intégrale de Fourier en le multipliant par une fenêtre. Et cette fenêtre, qui est montrée ici, je vais la mettre sur un point U qui va changer. Donc je vais translater ma fenêtre, d'accord? Et je vais calculer ça pour toutes les fréquences ici. Donc on peut voir ça comme un produit scalaire entre la fonction f et cette espèce de fonction qui est une fenêtre modulée en Fourier. On peut voir comme un atome temps-fréquence. Cette fonction, elle a une localisation en temps, qui est ici au voisinage du point U, mais sa transformée de Fourier, elle est là, en xi. Donc on peut la voir comme localisée à la fois dans un plan temps et fréquence. Donc ça, c'est le pavage temps-fréquence de la transformée de Fourier à fenêtre. J'imagine que vous connaissez tous.
Et donc voilà. Et ça vous donne des très jolies représentations temps-fréquence. Là, vous avez par exemple un son musical avec des phénomènes de vibrato, on voit parfaitement le vibrato, etc. Et pourtant, c'est pas ça qu'on utilise quand on fait de la classification. C'est pas ça qu'on utilise. Et l'argumentaire des gens, ça va être de dire, bah, on fait comme c'est fait dans l'audio et la perception, où on a ces gammes, ces bandes de fréquences logarithmiques. Ceci étant, la raison à la fin, c'est que ça marche mieux. Les classificateurs, ils marchent mieux. Donc si on oublie une seconde l'audio, on a intérêt à... Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, au lieu de garder toute cette résolution fréquentielle, on perd de la résolution fréquentielle. Et comment on perd de la résolution fréquentielle? On prend la transformée de Fourier à fenêtre et on la moyenne sur des intervalles fréquentiels en multipliant par une espèce de fenêtre en Fourier et qui va être de plus en plus dilatée quand on va vers les hautes fréquences. D'accord? Donc c'est exactement ce qu'on fait. On a ces fenêtres en fréquence qui deviennent de plus en plus dilatées et on moyenne. Donc si je moyenne ça là-dessus, ça veut dire que je vais perdre toute cette résolution fréquentielle et donc je vais aller d'un pavage temps fréquence comme ceci à un pavage plus grossier qui est celui du MEL spectrum où on perd de plus en plus et on a toujours cette résolution temporelle qui est constante. Donc ça, c'est le MEL spectrum et effectivement quand on regarde ce qui se passe, donc ça c'est le spectrogramme et si on travaille là sur 50 millisecondes, donc sur un intervalle qui est petit, eh ben, on voit toujours assez bien quand malgré tout les structures... Ah, pardon. Là c'est l'intervalle temporel. Le transformée de Fourier-Fenêtre a été faite sur un intervalle de 50 millisecondes, donc on voit bien les structures. Et là on a lissé en fréquence. Et on peut vraiment se demander pourquoi on fait ça, hein, parce que quand on regarde ça, c'est beaucoup plus joli que celle-là. Pourtant, c'est celle-là qui est utilisée pour la classification. Et maintenant, si je prends une fenêtre T beaucoup plus grande, 800 millisecondes, ben voilà ce que vous avez. Et voilà le MEL-Kepstrom. Et là, c'est un peu la cata parce qu'on a tout éliminé, on a tout lissé, on a perdu beaucoup trop d'informations. Ce qui explique pourquoi, effectivement, les gens travaillent plutôt à 50, voire 25 millisecondes. Ok, alors maintenant, je vais essayer de réinterpréter ce MEL-Kepstrom en termes de transformeur en ondelette et montrer comment est-ce que ça nous mène très naturellement à ces structures de réseaux profonds, de convolution, telles que les a décrits Joshua. Donc c'est quoi des ondelettes? Des ondelettes, c'est des fonctions qu'on va tout simplement dilater. D'accord? C'est des bandes filtres, c'est un banc de filtre. Donc voilà mon ondelette, par exemple celle-là, et puis je la dilate, donc elle devient plus comprimée ou plus dilatée. Donc en fréquence, je vais obtenir des bandes filtres Q constants. D'accord? Et qu'est-ce que je vais garder dans cette représentation en ondelettes? Je vais garder toutes les convolutions avec mes ondelettes. Donc là, on prend typiquement des ondelettes qui sont dans de 1/8 d'octave, donc assez étroites en fréquence. Et puis évidemment, j'ai besoin de garder les très basses fréquences que je n'aurais pas gardées dans les bandes filtres. Et donc ça, c'est ma fonction phi, donc ça, c'est moyen-âge, c'est la partie basse fréquence. Et puis là, vous avez les convolutions avec les ondes. Alors, juste une petite chose. Je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé, juste pour que je vous calme. 16h20, 17h05, bon, encore une demi-heure. Okay. Donc, une petite chose qui va être importante pour la suite, ça, pour peu qu'on se débrouille pour que les ondelettes soient régulièrement réparties comme ça et couvrent bien tout l'axe de fréquence, c'est-à-dire que la somme au carré de tous ces coefficients va être grosso modo 1 avec le filtre passe-bas, et ça, on l'a typiquement toujours, alors on a un opérateur unitaire. C'est-à-dire que si j'appelle la norme de la transformée en ondelette tout simplement la somme des normes de chacun de ces composantes, je vais exactement retrouver la norme de f carré. Ça, c'est tout simplement le théorème de Parseval parce que, évidemment, qu'est-ce qu'on fait? On fait un filtrage. D'accord? Donc la transformée de Fourier de la transformée en ondelette à une échelle de puissance j, c'est-à-dire f convolue avec psi j de x. La transformée de Fourier, c'est tout simplement la transformée de Fourier de f fois la transformée de Fourier de l'ondelette du lettre. Et donc vous appliquez là-dessus le théorème de Parseval, vous vous rendez compte que vous avez une conservation d'énergie. Donc ça, et donc la transformée est inversible. Excuse-moi, donc tu travailles avec des ondelettes bougalliques et pas du tout orthogonales. Mais pas orthogonales, pas du tout. Je garde toutes les translations. Et ça va être quelque chose de très important. On ne peut rien faire de tout ce que je vais raconter si on travaille sur des choses échantillonnées orthogonales, parce qu'on ne pourra pas construire l'invariance par translation. Donc on va voir qu'on va garder toute la translation, et il y a un moment, boum, on pourra l'oublier parce qu'on va être invariant. Mais pour l'instant, on va tout garder.
Alors les ondelettes en image, bah, c'est un peu l'équivalence que j'ai montré dans le cas des cellules simples, c'est-à-dire on a une ondelette qui va grosso modo correspondre à une fonction de Gabor, la transformée de Fourier elle va être localisée quelque part, et puis on la tourne avec un opérateur de rotation, donc voilà toutes les rotations, et on va la dilater, elle va se retrouver là, là ou là, et si on tourne et on dilate, et ben on couvre tout le plan de fréquence. Et donc même chose, on va avoir un opérateur unitaire, et donc la transformée en ondelette, bah, c'est les basses fréquences qu'on a gardées, qui sont là, et puis toutes les bandes de fréquences qui sont là, qu'on va garder pour toutes les échelles et tous les autres. D'accord? Donc ça me couvre toutes mes fréquences de mon signal. Ok, donc je vais revenir au Melkepstrom. L'idée c'est de dire, finalement, il y a deux façons de perdre de la résolution. Soit on peut perdre de la résolution en moyennant dans le temps, dans la fréquence, soit on peut perdre de la résolution en moyennant dans le temps. Et je vais reconstruire un Mel spectrum, mais en moyennant dans le temps. Je parle de la transformée en ondelette. Donc la transformée en ondelette, voilà le pavage grosso modo temps-fréquence. À très basse échelle, d'accord, voilà grosso modo la tête des localisations fréquentielles. Vous avez des ondelettes qui sont très localisées en fréquence, mais complètement délocalisées en temps. Et quand vous montez pour des fines échelles, vous avez des ondelettes très localisées en temps, qui vont pouvoir détecter justement des phénomènes transitoires, des choses comme ça, mais très délocalisées en fréquence. Ok ? Mais moi, ce que j'aimerais avoir, c'est la même chose que le Melkepstrom. C'est quoi l'avantage du Melkepstrom? C'est que le Melkepstrom, il dit, voilà, sur une période de temps t fixée, voilà mes vecteurs. Or, avec les ondelettes, c'est le bordel, parce que vous voyez là, vous voyez celui-là, mais vous avez ces deux-là, etc. Puis vous avez cette très haute variabilité temporelle, dont finalement vous allez vous foutre, parce que vous aimeriez avoir des invariants temporels. Donc comment on peut faire ça? Ben, tout simplement en moyennant dans l'espace. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre le signal en fonction du temps ici, c'est f convolé avec l'ondelette, le module, et on va moyenner ça avec mon filtre basse fréquence qui couvre grosso modo cet intervalle. Et donc du coup, comme j'aurais moyenné, comme ça, je vais perdre ma résolution et j'obtiendrai une résolution constante. Et la résolution, bah, c'est la taille du filtre basse fréquence qui correspond grosso modo à la fenêtre qu'on avait en Fourier, c'est-à-dire le temps t. D'accord? Donc on va construire exactement la même chose qu'avec le Melkepstrom, mais en inversant les opérations grosso modo. Pourquoi on prend le modulo là entre les deux? Pourquoi tu prends le module? Parce que si tu ne prenais pas le module, là tu aurais 0. Parce que si jamais, ça c'est en haute fréquence, et tu fais la convolution en haute fréquence et une convolution avec basse fréquence, la convolution de ces deux fils ça vaut 0, donc ça vaudrait 0. Donc ça, c'est une manière de voir le module. Si tu mets pas, pour ça qu'on ne peut pas avoir des invariants linéaires en dehors de l'intégrale. Donc le module, là, est absolument indispensable. Et, longue conversation, mais le module est, autant que je sache, pas remplaçable par beaucoup de choses, voire par rien du tout. Pour avoir le genre de stabilité que ce genre de choses font. On utilise des rectifieurs aussi. Oui, sauf, mais rectifieur, quand tu fais du rectifieur et le filtrage passe-bas, tu obtiens la même chose qu'un module. Mais je veux dire, tu n'obtiens pas ça avec un max ou un truc comme ça. Ok, donc qu'est-ce qu'on obtient? Bah, voilà, on obtient exactement les mêmes images. Le Melkepstrom dans un sens ou dans l'autre, on obtient essentiellement la même chose. La transformée en ondelette, on moyenne dans le temps. Alors si on ne moyenne pas beaucoup, bah, les images ne vont pas être très différentes. Mais si on moyenne sur 800 millisecondes, évidemment, les images elles vont être très différentes. Et là, on voit bien, encore une fois, ce qui se passe. Quand on a moyenné, parce qu'on a créé cette espèce d'invariant, qu'on voulait dans le temps, on a perdu énormément d'informations. D'accord? Et donc, c'est pour ça qu'on ne veut pas faire ça, et que les gens se limitent à ça, c'est-à-dire moyenner, mais pas trop moyenner. Alors, bon, ça, c'est une autre façon de le voir. Ça, c'est le scalogramme, c'est-à-dire la transformée en ondelette, le module. Et là, on a pris une ligne. Et là, vous avez le signal. Et puis, si vous moyennez, eh ben, vous avez la même chose moyennée, évidemment. Eh ben, on peut voir qu'on a perdu plein de structures ici, qu'il y avait ici, qui ont disparu à cause du Moyen-Âge. Alors, en deux dimensions, ça va vous donner SIFT. SIFT, c'est le descripteur fait par David Lowe. Donc, vous faites une transformée en ondelette avec, dans ce cas-là, il y avait 6 orientations. Ça, c'est orientation 1 angle, 2 angles, 45 degrés, 90 degrés. Et ça, c'est différentes échelles. Et bien, vous moyennez dans le temps pour avoir quelque chose qui est plus invariant par translation, et c'est essentiellement ce que fait SIFT. Et vous avez ces descripteurs
qui sont maintenant beaucoup plus invariants par translation. Donc là, on a envie de sous-échantillonner parce qu'on a beaucoup moyenné, mais on reviendra là-dessus. Donc voilà, on voit bien dans les deux cas le problème, et le problème, c'est qu'on a perdu de la localisation. Prenez un exemple tout simple. Prenez 2 Dirac. Vous faites la convolution avec vos ondelettes. Donc là, il y a des ondelettes complexes. Donc vous avez la partie réelle en rouge, la partie imaginaire ici en vert. Je prends le module. Donc le module, ça va consister à obtenir l'enveloppe. Donc c'est déjà un peu plus régulier que ça, mais c'est clairement pas invariant par translation. Si vous bougez un peu, bah, ça va bouger. Alors qu'est-ce qu'on dit qu'on fait? Bah, on moyenne. Et ça, évidemment, si vous moyennez sur une grande fenêtre, ça va devenir vraiment invariant par translation, en tout cas par rapport à des translations raisonnables. Le problème, c'est que vous ne savez plus si vous aviez 2 Dirac ou un seul Dirac. Et donc, problème, comment récupérer cette information qui a été perdue et comment aller au-delà des 23 millisecondes pour pouvoir appliquer ce même genre de choses. Donc je vais revenir. Voilà ce qu'on a. Maintenant, quelle est l'info qu'on a perdue? L'information qu'on a perdue, c'est finalement les hautes fréquences. On a fait un moyen-âge. Bah, si j'ai perdu les hautes fréquences, et les hautes fréquences, je peux les récupérer en faisant des convolutions avec des ondelettes. Donc ça, en fait, c'est la transformation en ondelettes de mon module. D'accord? Et à partir de ça, éventuellement, je pourrais récupérer cette partie-là, c'est-à-dire le module de la transformation en ondelettes. Le problème, c'est que ces coefficients qui sont ici, eh bien, ils ne sont pas invariants par translation, parce qu'il y a la phase qui oscille. Et donc, on va tuer la phase, et ça, c'est le point à chaque fois très important. L'invariance par translation, elle va venir du fait qu'on tue la phase, et on va remoyenner, de manière à être invariant sur un grand domaine. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Ben, on a une information de co-occurrence entre des structures à un certain endroit qui arrivent à une échelle de puissance J1 et une échelle de puissance J2. Si vous êtes en 2 dimensions, vous aurez des phénomènes de co-occurrence aussi par rapport à des angles θ1 et θ2. L'idée donc de base, pour faire ce genre de choses qu'on va voir, c'est qu'en fait on va itérer sur un opérateur qui va être le propagateur dans notre réseau de neurones, qui est tout simplement prendre la moyenne et prendre la transformer en ondelette mais son module. Et ce propagateur, on va l'itérer et construire, la transformer à partir de là. Donc ça, c'est cette idée de transformer en scattering. Vous partez du signal F. Première chose, vous calculez la moyenne. C'est jamais en audio, ça ne sert à rien, mais en image, ça peut servir à quelque chose. Donner une information d'illumination moyenne. Et puis, vous avez les coefficients en ondelettes, mais les modules. Maintenant, chacun des coefficients en ondelettes, ici, vous allez réappliquer l'opérateur dessus. Et chacun. Donc là, j'ai pris celui-là en particulier. Si j'applique le propagateur, bah, il va me donner sa moyenne et il va me donner le complément d'information qui est perdu dans la moyenne, c'est-à-dire les coefficients en ondelettes de ce coefficient. Puis on va prendre le module pour éliminer la composante de translation. Et évidemment, à partir de ce coefficient, on veut le rendre invariant par translation. Comment on fait? On moyenne. Et si on le moyenne, eh ben, qu'est-ce qu'on a perdu? C'est ça, etc. Et on itère. Et on itère sur tous les coefficients. Vous voyez, vous avez une fonction qui a été transformée en un nombre, à travers un banc de filtre, un nombre énorme de signaux, et chacun est retransformé dans un nombre énorme de signaux, etc. Donc ça devient complètement dingue. Ça explose exponentiellement avec la profondeur. Voilà. Et au départ, à la limite, on avait un infini, donc on a un infini d'infini d'infini, donc c'est monstrueux. Oui. Si on fait un parallèle avec les premiers transparents sur le système auditif humain, visiblement il y a un accord sur le fait qu'il y a la présence de ces 2 premiers étages, donc le vert, et quel serait l'intérêt pour toi d'aller plus profond là? Alors, si c'est pour faire exactement ça, non. D'ailleurs, on ne va pas plus profond. Généralement, on s'arrête typiquement, et j'expliquerai pourquoi. Par contre, si on commence à changer les ondelettes, c'est-à-dire on commence à s'intéresser, là, l'ondelette, elle est liée au fait que ce qui m'intéresse, c'est l'invariance par translation. Si je veux faire une invariance par rapport à une autre structure qui est beaucoup plus globale, alors je veux le rajouter derrière. Donc, pour l'instant, je vais considérer ça et étudier tout ce réseau, mais effectivement, on ne veut pas faire ça un nombre indéfiniment de fois, et je vais expliquer pourquoi, parce qu'en fait, l'énergie qui est là, elle va vers 0 très très vite. C'est-à-dire, même si on le fait un nombre infini de fois, pratiquement tout disparaît très rapidement. L'énergie totale est conservée à chaque niveau. Mais pas à chaque niveau. Ah, alors, une chose importante quand même. Qu'est-ce que je vais sortir de ce réseau? Et ça, c'est un peu différent de la façon classique de voir les réseaux profonds. Ce n'est pas la dernière couche.
ce que je sors, c'est ce qui est sur le côté. D'accord? C'est que ces coefficients de moyenne, et je les sors tous. D'accord? Mais la dernière couche, je vais montrer, elle va tendre vers 0. Elle va disparaître. Donc ce que je vais sortir, c'est tout ce qui est sur la droite. D'accord? Donc, ce qu'on va sortir ici, alors, Là, je dis s'il y a beaucoup de liens avec tout le travail sur les réseaux de convolution, parce que formellement, c'est exactement un réseau de convolution. Hein. convolution, non-linéarité, etc. Donc voilà la représentation. La représentation, c'est tout ce qui est sorti sur la droite. Vous voyez, la représentation, c'est que des trucs moyennés. Et comme ce sont que des coefficients moyennés, je vais avoir une représentation qui va être invariante par translation, mais très riche. Parce que le premier coefficient que j'avais, c'était la moyenne. Ça, c'est le Melk-Kepstrom. Et ça, c'est tout ce qui a été éliminé par le Melk-Kepstrom. Les coefficients d'ordre 2, d'ordre 3, etc., qui permettent d'avoir des représentations très riches, même quand on a des échelles de temps qui deviennent très grandes. Donc ça, par exemple, dans le cas du Melk-Kepstrom, voilà la transformée, voilà le Moyen-Âge. Et l'idée, c'est de dire, bah, ce signal, qui a été lissé, on va aussi prendre ses composantes d'ondelettes. Bah, ça, c'est la transformée en ondelette de ce signal. Et cette transformée en ondelette, on va la relisser. Et on voit bien que le nombre ça devient absolument gigantesque, le nombre de signaux devient complètement énorme. On va rester avec des infinis pendant un certain temps, puis vous allez voir qu'à la fin, le nombre de coefficients va être plus petit que la taille totale du signal. Donc ça va, boum, considérablement se réduire. Pas très étonnant, vous avez créé des invariants, quelque part vous avez perdu de l'information. Si vous organisez bien votre information, elle doit être plus petite que le signal d'origine. Pareil, là vous avez SIFT, vous avez votre image qui a été lissée. L'information perdue, bah, c'est la transformée en ondelette de cette image, ça c'était juste la moyenne. Vous calculez la transformée en ondelette de cette image, que vous avez là, vous lissez, et ça c'est les coefficients de co-occurrence à une échelle 2 puissance J1, 2 puissance J2, une orientation θ1, θ2. Donc vous avez maintenant des informations de simultanéité de co-occurrence. Ok, j'ai maintenant vous donner une intuition différente, qui est plus d'audio. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Si vous prenez votre signal, qui est une somme d'harmoniques, d'accord? Des structures comme ça, vous avez la transformée de Fourier, vous avez des harmoniques aux différentes fréquences. Première chose que vous allez faire, c'est une transformée en ondelette. Donc vous allez isoler la composante du signal dans une certaine bande de fréquence comme ceci. Et donc, les coefficients vont être multipliés par la fonction de transfert de l'ondelette. Maintenant, vous prenez le module. Et je vais prendre le module au carré. Le module au carré, c'est plus simple. Ça va être la somme des composantes au carré. Qu'est-ce que vous allez récupérer? Vous allez récupérer, vous allez avoir la somme de votre cosinus carré. Vous allez avoir le premier terme qui est grosso modo l'énergie totale là-dedans. Et maintenant, vous avez les termes d'interférence. La terme d'interférence, c'est tous les termes qui vont dépendre de différences de fréquence entre ces deux éléments. Et maintenant, ce module au carré, comme ce terme y domine, vous faites une approximation de racine de x de 1 plus epsilon par 1 plus epsilon sur 2, et vous obtenez votre terme d'interférence. Donc là, c'est plus le module au carré, le module. Ça, c'est l'énergie. Et puis ça, c'est le terme d'interférence divisé par l'énergie, si vous faites le truc, plus un terme d'ordre. Donc, qu'est-ce qui se passe dans votre module? Vous gardez le terme d'interférence. Mais maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre ça, et vous allez le retransformer en ondelette. Mais ça, c'est la basse fréquence. Elle est là. Les ondelettes, elles ne vont pas le voir. Ça va disparaître dans le fil basse fréquence. Les ondelettes, qu'est-ce qu'elles vont voir ici? Elles vont voir les termes d'interférence. C'est quoi les fréquences, les termes d'interférence? C'est les différences de fréquence ici. Ça veut dire, imaginez que vous ayez un accord. Quand vous entendez un accord en musique, à moins que vous ayez l'oreille parfaite, vous ne savez pas si c'est un accord de Do majeur, Ré majeur, Mi majeur. Par contre, vous savez parfaitement que c'est un accord de majeur et vous savez à peu près à l'octave auquel ça arrive. C'est exactement ce qui se passe. Là, ici, vous n'avez plus d'informations sur la fréquence. Vous avez des informations que sur les différences de fréquence. C'est-à-dire vous avez des informations sur les intervalles de fréquence entre ça et ça, ça et ça, ça et ça. Et ça, c'est exactement l'information sur le fait que là, vous avez un intervalle, une tierce mineure, tierce majeure, et puis une quinte. Parfait. Donc, on va entendre, à travers les coefficients de second ordre, l'information sur les intervalles de fréquence. C'est ça qu'on va représenter. Ok, donc une autre manière de le voir, voilà cette espèce de réseau de convolution. Vous partez de votre signal, vous l'éclatez en ondelette. Chacun des éléments, c'est ce que je montrais, va être rééclaté en ondelette, d'accord? Puis là, j'en montre juste un. Chacun va être rééclaté, etc. Et la seule chose qu'on garde, c'est pas tout ça,
c'est ce qui arrive ici. La seule chose, encore une fois, que je garde, c'est ça, ce qui a été moyenné. Et tout ce qui n'est pas moyenné, on ne va pas le garder. Alors, il y a une chose importante. Si vous regardez cet opérateur, qui est l'opérateur ici, il y a deux propriétés de base. La première propriété, c'est que c'est un opérateur contractant. Pourquoi c'est un opérateur contractant ?